Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, David Lisnard, président de l'Association des maires de France et maire de Cannes. David Lisnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes très engagé en politique. J'y reviendrai tout à l'heure. Je reviendrai sur la présidentielle de 2027. C'est vous qui décidez. Oui, c'est moi qui décide. C'est bien, merci David Lisnard. Alors, je vais décider de vous parler du grand désarroi démocratique. Vous avez lu évidemment l'enquête du Cevipof hier, le centre de recherche politique de Sciences Po, qui montre quoi ? Eh bien, qui montre que pour les Français, la démocratie fonctionne mal. Qui montre quoi ? Qui montre que les Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. 18% seulement des Français ont confiance dans les partis politiques. Il y a, et non pas confiance dans les hommes ou responsables politiques, pas confiance dans le président de la République, pas confiance dans le Premier ministre, pas confiance dans les députés. Profond malaise. Pourquoi, David Lisnard ? C'est un sujet dont je parle depuis longtemps, parce que je l'observe tous les jours sur le terrain. C'est que je pense que notre démocratie est en crise. Elle est attaquée de l'extérieur, mais à l'intérieur même, et c'est le plus important, c'est ce que vous décrivez à travers cette étude du Cevipof, mais que c'est une crise de l'exécution des choses. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est qu'on peut avoir un sursaut civique qui est indispensable si on veut relancer le pays, qui a une grande partie de la population française qui a beaucoup plus de maturité que ce que l'on croit, que ce que disent les observateurs, les politiciens, les hommes politiques, ou même les journalistes, etc. Mais qui ne supportent plus, qui ressentent très bien l'insincérité, les effets de com', les séquences. Et en fait, je crois que... Les éléments de langage. Ouais, les éléments de langage. Et souvent, on me dit que la crise de la démocratie est une crise de la représentation. Je pense que c'est beaucoup moins vrai, que c'est une crise de l'exécution. Dans la démocratie, il y a démos, le peuple, et cratie, le pouvoir. La démocratie, ça doit montrer que c'est efficace, qu'il y a un suivi, que c'est de l'action effective. Et toute la clé là, et je me permets de dire, mais je pensais pas en parler ce matin, mais je vais sortir un ouvrage le 12 mars, comme ça je fais la promo à l'Observatoire, qui s'appelle Ainsi va la France, où tout tourne autour de ça. On est dans une crise de l'exécution. Comment on peut rétablir de la confiance civique dans l'exécution ? Les gens acceptent, moi je le vois dans ma commune, je le vois partout, de ne pas être d'accord avec vous sur tout. Ils acceptent même qu'on fasse des erreurs. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on se foute d'eux. Et ils ont raison. Nous avons raison de penser cela, parce que je me fais partie des gens. Voilà. Alors, 2 chiffres encore, puis je vais passer à l'actualité immédiate. Il y a une manie, ça c'est une petite remarque personnelle, c'est le commentaire. Aujourd'hui, dès le fait connu, on s'attarde même pas sur le fait pour expliquer ou analyser, on est parti dans le commentaire. C'est vrai pour les politiques, c'est vrai pour les journalistes. De la même manière. Bien, nous allons rester aux faits. Les faits, c'est quoi ? Que dit cette enquête ? Que disent les faits ? 41% des Français veulent un homme fort, écoutez bien, qui n'a pas besoin des élections ou du Parlement. Vous vous rendez compte ? Qui n'a pas besoin des élections ou du Parlement. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. Ça me mobilise parce qu'il y a un vrai danger. Oui. Et quand il y avait eu un sondage il y a 2 ans qui montrait que les 18-35 ans ne plaçaient pas la démocratie au-dessus des régimes autoritaires. Et on en vient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous avez le sentiment que la politique ne sert plus à rien, que c'est que de la posture, que c'est un théâtre d'ombre, mais ça fait, pardonnez-moi, des années que j'essaie de l'évoquer à mon niveau, c'est ce qui renvoie vers des attentes autoritaristes. Combien de gens on entend autour de nous ? Des gens bien, et comment on peut ressentir aussi de temps en temps la même chose en disant « Ah, il faudrait un bon militaire, mettre un peu d'ordre, etc. » Donc, il y a un besoin d'ordre, et l'enjeu, c'est de montrer que le meilleur des systèmes, ou le moins pire des systèmes après tous les autres, comme disait Churchill, c'est la démocratie. Nos démocraties, vous savez, la démocratie, c'est la liberté pour un peuple. Il faut se rendre compte du trésor que c'est. C'est comme la santé pour un individu. C'est comme la paix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la savourer une fois qu'on l'a perdue. Mais pour cela, il faut en finir avec toute l'incapacité actuelle. Les 40 ans de social-étatisme, la bureaucratie qui a pris le dessus sur la décision populaire qui doit s'exercer à travers les élus. Il faut vraiment en finir avec une caste incompétente qui est honnête, certes, mais qui est incompétente et qui nous dirige depuis trop longtemps. David Lisnard, pour faire écho à ce que vous venez de dire, 61% dans cette enquête des Français font confiance à leur maire. Vous êtes les seuls
les maires à sortir du lot, parce que vous êtes concrètement confrontés à la réalité du quotidien et obligés de prendre des décisions, obligés d'acter des décisions. Parce qu'on est des praticiens. Moi, je le vois dans ma commune, en tant que maire, je suis un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants. Quand j'amène mon fils au collège, mes filles maintenant sont trop grandes, quand je vais faire des courses, etc., je fais partie des gens, je fais partie des habitants. Et c'est à la fois très exigeant, c'est devenu très difficile parce que on se heurte, nous aussi, au mur bureaucratique et au délire des contraintes, des normes, des contradictions. Mais c'est un mandat de praticien. Et on ne peut pas procrastiner, comme on dit. On ne peut pas renvoyer à une commission ad hoc. On ne peut pas se contenter de faire la semaine de l'IA, puis la semaine du plan eau, puis la semaine du nucléaire, puis la semaine du vélo, et faire toutes ces séquences de com nationales qui flinguent la confiance civique. Oui, sauf que l'IA, on en a besoin. Vous l'utilisez, j'en parlerai tout à l'heure, vous l'utilisez beaucoup à Cannes, oui. David Lisnard. Bien, puisque vous êtes maire, parlons rapidement de deux maires. D'abord celui de Béziers, Robert Ménard. Un maire doit-il pouvoir refuser de marier une personne en situation irrégulière sous OQTF? Je vous pose la question. Pour moi, oui, évidemment. Juste pour se mettre dans la situation. Oui. Vous êtes maire. Donc vous avez, au nom de l'État, vous devez marier quelqu'un. Vous avez dans la pièce une personne que vous connaissez, parce qu'en principe, sauf dans les très grandes villes, vous savez ce qui se passe dans votre commune, qui est multirécidiviste. Donc vous savez que cette personne a une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire que cette obligation devrait faire qu'elle n'est pas dans la pièce. Et on va vous dire que vous, maire, vous êtes obligé de marier une personne qui a interdiction d'être là. Il faut arrêter avec le délire. Mais quelle action engagez-vous pour le soutenir? Donc, d'abord, d'en parler à votre micro. Ensuite, avec la députée de Cannes, Alexandra Martin, députée Nouvelle Énergie, nous avons co-rédigé une proposition de loi en 2023 qu'elle a redéposée hier à l'Assemblée pour tout simplement dire qu'on ne peut pas obliger un maire à marier quelqu'un qui devrait obligatoirement être absent du territoire national. Alors, vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête quand même. Oui. Robert Ménard s'opposera à toute sanction autre que symbolique. J'imagine que vous le soutiendrez d'une manière, vous le soutenez c'est clair, déjà d'une manière ou d'une autre. C'est indépendamment de la personne, indépendamment pour qui j'ai de l'estime par ailleurs, mais c'est pas le sujet. Le maire serait d'extrême gauche, d'extrême droite, centriste, c'est pas la question. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être stupide et d'avoir des lois qui se contredisent entre elles. Moi, je suis pas dans le jugement moral, mais une personne dont on a estimé qu'elle avait interdiction d'être sur le territoire national ne peut pas pouvoir se marier, parce que le problème c'est que ça, en plus, ça génère des droits derrière. Et c'est comme ça qu'on crée cet énervement que vous, civique, politique que vous évoquiez à travers cette étude du Cevipof. David Lisnard, quelques mots sur le débat ouvert sur le droit du sol. Il est ouvert le débat, qu'on le veuille ou non. François Bayrou demande un débat plus large sur l'immigration, avec la question qu'est-ce que c'est d'être français. Le débat sur le droit du sol, vous êtes favorable à une remise en cause du droit du sol, David Lisnard? C'est-à-dire que je pense qu'il faut sortir des grandes postures, droit du sol, droit du sang, il faut revenir à des choses pragmatiques et réalistes. Et le problème, c'est l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française. Je reviens de Mayotte, où j'étais déjà allé il y a 7 mois. Je sais. Nos compatriotes mahorais, qui ont par 3 fois par référendum décidé d'être français, qui sont noirs et musulmans, ne veulent tous qu'on supprime le droit du sol, parce qu'ils sont en train de perdre Mayotte et de perdre la France à Mayotte. Donc c'est une question de pragmatisme. On sait très bien que l'immigration zéro n'est ni souhaitable, ni faisable. En revanche, aujourd'hui, il faut fermer le robinet de l'immigration pour retrouver un niveau correct d'immigration, pour mieux accueillir, pour intégrer, pour retrouver une politique l'intégration, c'est le travail, d'assimilation, notamment d'assimilation. Et pour cela, il faut sortir des jurisprudences des cours européennes et des hautes cours. Pour cela, il faut passer par le référendum. Il faut élargir l'article 11, le champ de l'article 11 du référendum, parce que dans le cas contraire, il n'y a pas d'un côté il faut ouvrir les frontières, on ne peut pas toucher au droit du sol. On nous sort le droit du sol comme si c'était un totem. Mais il faut une révision constitutionnelle. Bien sûr. Mais ça vous demandez une révision constitutionnelle. On est un certain nombre à le proposer depuis des années. Oui, sauf David Lisnard, avant la présidentielle de 2027, ça va être difficile. Non ?
Alors, moi, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de la volonté du président de la République. Quand j'avais... Il faut un texte commun aux deux assemblées. Oui. Sauf que, en l'occurrence, je pense qu'il faudrait activer l'article 11, revoir le champ de l'article 11, et il va falloir un petit peu tordre le bras du Conseil constitutionnel. C'est tout à fait compatible avec l'état de droit. L'état de droit, c'est pas de figer l'état du droit. Ça, il faut sortir de tout cela. L'état de droit, c'est précieux, c'est la démocratie aussi. Mais aujourd'hui, un peuple, une nation doit pouvoir maîtriser son peuplement. Vous savez, 90-95% des Français sont d'accord avec ça, quelle que soit leur origine, qu'ils soient d'origine bretonne depuis 12 générations, qu'ils soient d'origine capverdienne, maghrébine ou provençale ou corse, comme moi en partie. On sait qu'on doit maîtriser le peuplement. C'est une évidence, parce que si vous ne maîtrisez pas le peuplement, vous ne maîtrisez pas les services publics, vous ne maîtrisez pas les questions sécuritaires, vous ne parvenez pas à bien intégrer, à bien assimiler. Or, aujourd'hui, il faut retrouver une destinée commune en France. Il faut une ambition nationale. Et qui transcende les origines, les croyances, etc. C'est ça l'esprit de la République, c'est pas virtuel, c'est du concret. C'est du concret. Concrètement, puisque vous parliez de tordre le bras au Conseil constitutionnel, il va falloir tordre le bras peut-être à Richard Ferrand. Sera-t-il le nouveau président du Conseil? J'espère que les assemblées s'y opposeront, oui. Vous êtes contre, absolument contre. Non, c'est-à-dire, je pense... Vous êtes contre Richard Ferrand, contre la nomination. Je connais pas personnellement, je sais qu'il a perdu les élections, qu'il doit à la prescription le fait de pouvoir être nommé président du Conseil constitutionnel, ce qui est quand même un peu paradoxal. Mais tout simplement, est-ce que de quoi a le plus besoin le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on a besoin de bons et de vrais juristes, ou est-ce qu'on a besoin de courtisans? La réponse est plutôt chez les juristes. Mais ça a toujours été les courtisans. Debré avec Chirac, c'est pas pour ça que c'est bien, Fabius, Roland Dumas avec François Mitterrand, etc. Mais c'est vrai, vous avez raison, et c'est pas pour ça que c'est bien. Et quand ça se passe dans un autre pays, on crie au scandale, qu'on regarde ce qui se passe chez nous. Et puis je me permets de dire que même Roland Dumas, qui était un homme dont la moralité, la justice en a témoigné, était, comment disait François Mitterrand, il y en a qui connaissent le droit, lui il connaît le tordu, c'est ça je crois l'expression. Oui, c'était ça, mais c'était au moins un grand juriste. Oui. Au moins, il avait ça. Il avait une vraie compétence juridique. Donc, je ne veux absolument aucun mal à celui qui est supposé devenir le président du Conseil constitutionnel à titre personnel, mais je pense que la République française mérite mieux, et au sommet de la haute cour, avoir des personnalités qui ne soient pas forcément des politiques, tous socialistes, vous remarquerez. Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil constitutionnel, ça pose peut-être un petit souci démocratique quand même. Bien, David Lisnard, un mot, je reviens sur les étrangers. Certains demandent pour les étrangers un conditionnement de certaines prestations sociales à 2 ans de résidence régulière en France. Vous aussi ? Je pense que ça fait partie des mesures qui s'appliquent partout dans le monde, quasiment partout dans le monde. Donc je travaille, je suis en situation régulière, je cotise et je n'ai pas droit à certaines prestations. Pas à toutes, oui. Effectivement, il faut qu'il y ait un droit qui soit progressif. N'est-ce pas inéquitable? En revanche, non, c'est plutôt logique, parce que le droit, il n'est pas lié qu'à une relation financière. Il est lié aussi à une relation avec le territoire. Mais je suis assez d'accord avec vous, pour moi, c'est pas du tout prioritaire. En revanche, ce qu'il faut revoir, c'est qu'on ne puisse pas bénéficier des contributions, des allocations non contributives. Ça, à mon avis, ce serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus logique et beaucoup plus équitable. Je vous rejoins là-dessus. Comparution immédiate, c'est une PPL de Gabriel Attal examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. PPL, ça veut dire proposition de loi. C'est quoi? C'est une comparution immédiate pour les 16-18 ans en cas d'infraction grave. Vous êtes pour? J'essaie d'être objectif là aussi. Donc je me réjouis qu'il y ait des épiphanies comme ça, intellectuelles, les mêmes qui balayaient nos propositions pour... là encore, Alexandra Martin avait fait un texte ensemble après cette différentes... Enfin moi je le vois. On va reprendre les choses dans l'ordre. Ce que je vois partout, dans les villages où je vais pour l'AMF, dans ma commune, c'est une violence croissante des mineurs. Indépendamment de l'effet émotionnel des faits divers, il y a un phénomène qui est aujourd'hui sourcé, quantifié. Il y a une violence croissante des mineurs. Le Sénat avait estimé que ça avait été doublé par 2 en 25 ans. Bon, c'est une réalité. On a des mineurs qui sont utilisés comme chair à deal, comme chair à trafic. C'est-à-dire qu'on les met, ils reçoivent 200 €, etc. Parce qu'on sait qu'ils sont impunis. On les arrête, on les relance, on a des coups de couteau partout. Moi, en tant que père de famille, j'ai pas envie d'avoir l'angoisse quand mon fils rentre du foot comme le pauvre Elias qui s'est fait poignarder. Oui. J'ai pas envie de tout ça. Bon, donc je sais qu'il y aura toujours des faits divers, qu'il y aura toujours des atrocités, mais il faut inverser les choses. Le problème, c'est que pour des raisons de posture politique, on va avoir une proposition de loi qui ne va rien régler.
Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça passe par quoi? Il faut revoir le code pénal des mineurs, c'est sûr. On fait des propositions, enfin moi je fais avec Nouvelle Énergie des propositions très concrètes. D'abord, et ça ne figure pas dans la proposition Attal, il faut renverser la charge d'excuse de minorité au-dessus de 13 ans. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le juge qui justifie l'excuse de minorité, et pas qu'elle soit automatique. Il faut que l'atténuation de peine ne soit pas de 50% maximum, mais de 20%. Il faut que la responsabilité pénale soit abaissée à 16 ans. Et surtout, des choses très simples. Juste prendre le temps, pardonnez-moi, Monsieur Bourdin, la responsabilité ne peut être qu'individuelle. Donc soit le mineur est responsable, et il faut donc créer des vrais centres disciplinaires fermés. Aujourd'hui, les centres d'éducation fermés, moi je l'ai vu avec les 2 gamins de 15 ans qui avaient failli tuer cette dame âgée de 89 ans, Angèle, souvenez-vous, à Cannes, ils sont sortis tout de suite. On m'a dit, ah non, c'est fermé, mais c'est ouvert. C'est comme les obligations de quitter le territoire. C'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Donc il faut des vrais, alors on appelle ça des maisons de redressement, ça fait un peu réac, mais des centres d'éducation disciplinaire. Et ça va faire du bien, on va sauver des gamins, on va protéger la société. Ça nécessite des moyens. Aujourd'hui, une journée en centre d'éducation fermé, c'est 720 € par jour. Pour quel bilan? Pour quelle évaluation? Et pardonnez-moi, mais si c'est pas le gamin qui est responsable, je sais que c'est dur d'être parent, ça doit être les parents. C'est pas à la société, c'est pas à nous d'assumer cela. Donc par exemple, quand on a des multirécidivistes mineurs, multicondamnés, qui donnent des coups de couteau, qui sont dans des rixes, on en a toutes les nuits. Eh bien, lorsque les parents sont solvables, ils doivent payer pour l'enfant. Lorsqu'ils ne sont pas solvables, eh bien, ils ne doivent pas être aidés par la société. Je demande un pouvoir pour les maires d'expulser des HLM les délinquants. Et pas simplement parce qu'on me dit « Ah oui, mais ils respectent le règlement intérieur ». On s'en fout. Comment la société peut être arrivée à ce niveau de niaiserie de soutenir avec l'argent du contribuable des personnes qui détruisent la société? N'aidons plus les gens qui détruisent. Ça, c'est pragmatique, c'est transversal, c'est pas politicien. C'est ça qu'il faut faire. Bien, c'est factuel. David Lisnard, budget 2025, vous l'auriez voté? Non. Vous ne l'auriez pas voté? Non. Alors que votre famille politique l'a voté. Enfin, famille politique. Vous n'êtes plus LR. Famille, Nouvelle Énergie maintenant. Je suis toujours à LR. Mais vous êtes encore LR. Ouais, parce que vous savez, je suis un vieux légitimiste, quoi. Voilà. Oui. Mais là, vous ne l'auriez pas voté. Non, je ne l'aurais pas voté pour une raison assez simple. C'est que je pense qu'il amplifie les causes du problème. C'est quoi le problème? C'est une dette qui augmente. C'est une dépense publique qui est la plus élevée du monde, avec des services publics qui se délitent. Et c'est ça le nœud gordien qu'il faut trancher. Et donc, on a une augmentation de la dépense publique de 35 milliards d'euros en 2025. 35 milliards. On parle d'économie. Il ne faut pas se moquer des gens. On a une augmentation de la dette qui va augmenter de presque 3%. Et on a une augmentation des prélèvements obligatoires. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est l'excès de prélèvements obligatoires qui, à partir d'un certain seuil confiscatoire, crée la dette, crée la déliquescence du service public. Donc non, je n'aurais pas voté à Vous auriez censuré? Non. Vous n'auriez pas voté le budget, mais vous n'auriez pas censuré. Je veux dire pour une raison toute simple, c'est que la censure n'apporte rien, puisqu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Alors il faudra censurer lorsqu'on pourra changer l'Assemblée nationale. Donc ça aura ajouté du chaos. Alors certains disent... C'est très cohérent en fait. Certains disent, David Lisnard, c'est le Milei français. Vous êtes le Milei français, David Lisnard? Écoutez, j'essaie d'être le David Lisnard français et canois. Non, je vous dis ça parce que lui, la tronçonneuse, il tranche dans les dépenses publiques. Il faut aller jusque-là? Oui, d'abord, il faut trancher dans les dépenses publiques. Je suis en train de travailler sur un plan extrêmement modéré, c'est-à-dire pour revenir à la moyenne européenne de la dépense publique par rapport à la richesse produite. C'est ce qui va permettre de relancer la machine économique, de recréer de la prospérité, de retrouver du pouvoir d'achat qui ne peut être que du revenu. Donc c'est le différentiel entre le brut, l'extra-brut et le net. Donc ça veut dire qu'il faut soulever le capot des aides sociales et revenir là-dessus si on a le temps. Je serais très heureux d'en parler. Et donc c'est pas une finalité la réduction des dépenses. C'est aujourd'hui devenu une modalité obligatoire pour retrouver du service public, pour qu'il y ait plus de policiers, pour qu'il y ait plus d'infirmiers, pour qu'il y ait plus d'enseignants. Il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. C'est-à-dire ceux qui détournent l'argent public des missions exécutives. Ça, j'y travaille dessus. Donc c'est un plan de réduction des dépenses de 200 milliards, ce qui serait très raisonnable. On serait à peine dans la moyenne européenne, on sera à 50% du PIB, c'est la moitié de la richesse en dépenses. Mais ce que je puis vous dire, c'est que dans ma vie, dans le privé, dans le commerce et dans les entités qu'on m'a confiées, y compris en mairie, dans une ville où je répète à chaque fois un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale, contrairement à ce que les gens croient de l'extérieur, une ville qui est compliquée, qui est complexe, on a réduit la dette de 76 542 000 euros en 10 ans. On va baisser le foncier bâti cette année de 3,6%, la fiscalité. Pourquoi on a multiplié par 8 la capacité d'autofinancement. Non pas en étant
dans la douleur, mais en faisant du management, en faisant de l'investissement, en faisant ce qu'on appelle un capex en entreprise, en essayant de créer des cercles de qualité, en augmentant la productivité des agents, en réduisant le périmètre d'intervention de la mairie et en le recentrant sur l'essentiel. David Lisnard, je vous écoute. Comme un artisan fait, comme un commerçant fait, comme tous les gens normaux. Je comprends. David Lisnard, vous êtes favorable à une primaire à droite, hein, vous l'avez dit. Oui. Oui, c'est que du réalisme. C'est que du réalisme. Je m'en passerai volontiers. Bon, vous serez candidat à la primaire à droite. Aujourd'hui, je veux porter cette ambition. Vous serez candidat à la primaire à droite, à la primaire à la présidentielle. Le Milei, c'est ça. Moi, à ma rigueur, c'est plutôt. Enfin, il est un peu. Ça me flatte un peu. Non, oui, je veux porter ce projet tourné sur la liberté, l'ordre, la conciliation entre l'ordre, la liberté et l'unité nationale. Oui. Je veux le porter au maximum. Et comme. Mais avec qui une primaire à droite? Avec tous les partis? Ceux qui veulent. Même les macronistes, même Horizon, même chez Zemmour, ceux qui veulent. Même si Mélenchon veut venir, il viendra pas, Le Pen ne viendra pas. Oui. Non, mais et même Marine Le Pen. Mais elle viendra jamais, elle n'a pas besoin, elle a 35%. Donc, ce qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire que moi, il y a un truc dans la vie. Mais Zemmour, oui. La vie, mais c'est pas mon problème. Moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que la France doit retrouver une ambition collective et de la performance collective. Bon. Que j'ai l'impression d'avoir un projet qui peut y contribuer. Que ce projet aujourd'hui n'est pas connu. Donc, il faut le faire connaître. Il faut montrer aux salariés, au SMIC, qui gagneront plus, non pas avec des aides de l'État, mais en retrouvant une rémunération du travail. Et que cela ne peut passer que par une refonte du système social qui consomme presque 900 milliards par an. Parce que tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est des promesses de politiciens. C'est pas avec le guichet de l'État qu'on va régler les problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État ne s'occupe pas de ce qu'il devrait faire, la justice, l'armée, pas assez en tout cas, la police, etc., et qui s'occupe beaucoup trop de ce qu'il ne devrait pas faire. Donc je veux porter ce projet. Et donc si demain je suis à 40% dans les sondages, je serai pas pour la primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, dans votre mairie, vous accélérez le déploiement de l'intelligence artificielle. Ouais. Hein, je le sais, vous incitez par exemple les commerçants à utiliser aussi des crypto-monnaies. David Lisnard, l'intelligence artificielle, ce sommet, c'est une réussite. En tout cas, c'est bien d'avoir oui, que la France se soit positionnée là-dessus. Oui. Mais ça, c'est positif. Ce qui, en revanche, il faut faire très attention, c'est que il suffit pas de faire un sommet et d'annoncer des investissements en France et de dire qu'on a 109 milliards d'euros d'investissement, tant mieux. Oui, très bien. Mais si on veut être souverain dans ce qui est vraiment l'élément de l'indépendance, de la liberté, de la prospérité, et il faut aller beaucoup plus loin. Notre système éducatif qui se plante sur les mathématiques, tout par-delà, le sursaut de la France... Et pourtant, nous avons les meilleurs mathématiciens du monde. Sauf qu'ils partent tous, et qu'on est dernier au classement PISA. Mais comment se fait-il, d'ailleurs? Moi, j'ai des enfants. Hein. Non, mais pardonnez-moi. Non, mais attendez, il y a un paradoxe et une curiosité, David Lisnard. Oui, mais en France, on a tous les talents. On est un pays, c'est pour ça que je m'engage, parce que j'y crois encore, parce que moi, je veux que mes enfants, ils aient un espoir de France, c'est-à-dire ils se projettent en France plus tard, dans un pays qui soit prospère, libre et sûr. Bon, donc on a tous ces talents, je les vois partout. Sauf que tant qu'on n'a pas fait la retraite par capitalisation qui va permettre d'investir dans les projets, tant que l'on n'a pas refondé complètement le système de l'instruction publique, tout sera du vent. Regardez le nucléaire. Le président de la République nous dit c'est formidable, c'est bien qu'il soit rendu compte, c'est les mêmes qui a fermé Fessenheim et qui s'en vantaient et qui avaient prévu la fermeture de 14 réacteurs. Il est revenu en arrière, tant mieux. Sauf qu'aujourd'hui, on produit un mégawattheure de mémoire à 60 € le mégawattheure. Les États-Unis, avec la même technologie, le même âge des centrales, font un mégawattheure à moins de 30 $. Pourquoi ? Parce qu'on est bouffé par les procédures, parce qu'on est bouffé par la surfiscalité. Les mêmes qui disent, le président de la République, il faut des licornes, des grandes entreprises dans l'IA française, sont les mêmes qui, au Parlement, votent une fiscalité, un impôt sur les sociétés qui va passer à plus de 40% sur les entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Une licorne, par définition, c'est une entreprise qui fait plus de 1 milliard. Donc arrêtons la schizophrénie. C'est-à-dire d'un jour dire oh, on va accueillir, on va développer une filière et de ne pas faire ce qu'il faut. Il faut en finir avec tout cela. Il faut une vraie alternative. Il faut un projet massif, cohérent, qui part de l'éducation, qui part de l'ordre, parce que on pourra parler d'IA tant qu'on veut, tant qu'on aura l'angoisse pour nos enfants qui rentrent chez eux de se faire planter, tant que on aura un salaire net qui sera un des plus faibles de la zone euro, alors que pour l'employeur, ça nous coûtera plus cher qu'ailleurs. Tout ça sera du vent, de la com, et on sera encore plus dans la crise civique et politique que vous évoquez en début d'interview. Merci David Lisnard d'être venu
venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Merci Radio. à vous, merci. Il est 8h58 après les infos. Patrick Roger.